Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la radio publique africaine. Nous sommes le 17 août 2023. Voici les principaux titres de cette édition. Un réfugié burundais de Nyarugusu décapité par des inconnus, un assassinat qui suscite la peur au sein des réfugiés burundais hébergés par la Tanzanie. Vous aurez les détails au début du journal. Un ravitaillement insuffisant, c'est ce que dénoncent certains militaires burundais déployés au Nord Kivu. Ils se trouvent loin du quartier général. Vous allez suivre Scandur et ses militaires en mission de maintien de la paix en RDC. Et aujourd'hui, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a démarré au Burundi. Une vaccination couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. Les explications de la ministre de la Santé publique, c'est tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, un réfugié burundais du camp de Nyarugusu a été tué hier par des gens qui ont également tranché sa tête alors qu'il faisait des activités champêtres. Cet assassinat fait peur au reste des réfugiés, surtout que les responsables du camp semblent ne pas être préoccupés. Les détails avec Elvis Niomungere. Le réfugié assassiné dans le cas de Nyarugusu en Tanzanie répondait au nom de Minani Albert. Il était père de cet enfant. C'est se basé dans le camp. La victime a été tuée vers 17h. Il était en train de travailler dans son champ de tomates avec sa femme. La seule faute commise pour qu'il mérite la peine capitale et puis pas de décapitation, c'est d'avoir empêché aux vaches de Tanzanie de brouter dans son champ de tomates. Ici au cas de Nyarugusu dans la zone 11, numéro 8 sur D, notre voisin Albert Minan a été tué ce mercredi. Il était parti arroser son champ de tomates, lui et sa femme. Par la suite, sa femme est revenue en Cora pour nous informer que son mari venait d'être tué. Il a été tué par des Tanzaniens. Ces derniers avaient dirigé leur bétail dans le champ de la victime, mais par après la victime les avait chassés de son champ. Ainsi ces Tanzaniens dit cadeau. Basukuma l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il meure et par la suite, ils l'ont décapité. Le plus choquant, c'est le d'autres réfugiés. C'est que même la police n'est pas intervenue alors qu'ils avaient été interpellés. Par contre, la police n'a fait que gronder ces réfugiés burundais. Ainsi, les réfugiés burundais demandent que ceux qui sont chargés des droits des réfugiés les viennent en aide. En vérité, c'est très douloureux. Nous nous sommes insurgés contre ce comportement sauvage dont nous nous sommes victimes ici au cas de Nyarugusu. Nous sommes tellement choqués. Comme cela ne suffisait pas, le chef de la police ici à Nyarugusu nous a tellement insultés. Il nous a dit que nous n'avons pas le droit d'aller regarder le corps de notre voisin. Par après, il nous a même fait savoir qu'il pouvait nous mettre en prison. À côté de cela, le chef de la police a affirmé que la victime n'avait même pas le droit d'aller dans son champ car, selon lui, nous n'avons pas le droit de sortir du camp. Pour terminer, il a affirmé que même s'il n'avait pas été tué, il aurait été frappé jusqu'à ce qu'il devienne handicapé. Il nous a lancé toutes sortes d'insultes. Nous demandons à la communauté internationale de faire quelque chose face à cette situation. À côté de ces crimes, les informations en provenance du cas de Nyarugusu indiquent que les réfugiés de ce cas sont également persécutés. Ils sont interdits d'exercer les activités génératrices de revenus. La rédaction de la LPA n'a pas pu joindre le responsable du cas de Nyarugusu pour s'exprimer à ce propos. Les formations paramilitaires organisées par le parti CNDD-FDD ces derniers jours en commune Kayogoro de la province Makamba soulèvent beaucoup d'inquiétudes chez certains habitants. Ces derniers demandent aux administratifs de stopper ces activités. Éloge divin Remèche. Des inquiétudes mélangées à de la peur se remarquent chez certains habitants de la commune de Kayogoro qui se sont entretenus avec la RPA. Ces habitants révèlent que ces derniers jours, le parti CNDD-FDD organise des activités auxquelles participent d'un côté des Imbonerakure et de l'autre tous les membres du parti. Cet habitant de Kayogoro donne l'exemple des entraînements paramilitaires des Imbonerakure organisés pendant les heures avancées de la nuit.
Il n'y a plus d'horaire pour les entraînements paramilitaires. Ils se font n'importe quel jour. Avant, ils se faisaient durant les week-ends seulement. Ils se réunissent au niveau de toutes les collines durant les heures avancées de la nuit, vers 1h du matin jusqu'au petit matin. Autre crainte pour ces habitants d'Okayogoro concerne les enseignements à caractère haineux donnés aux membres du parti CNDD-FDD. L'autre activité inquiétante sont les enseignements donnés dans les enceintes de permanence du parti CNDD-FDD au niveau des collines. Ces enseignements sont appelés des formations au patriotisme. Sont invités tous les membres du parti dans ces enseignements et ces derniers sont souvent à caractère haineux. Les formateurs affirment qu'ils reviennent sur l'histoire du Burundi et la déforment avec des mensonges à caractère ethnique en enseignant aux participants qu'il ne faut jamais oublier d'où ils sont venus. Nous avons cherché à joindre par téléphone le représentant du parti CNDD-FDD au niveau provincial pour recueillir sa réaction. Après lui avoir parlé de l'objet de notre sollicitation, Gilbert Ndoayo s'est abstenu de tout commentaire. Quant à l'administrateur communal d'Okayogoro, nous n'avons pas réussi à le joindre. L'organisation FOCOD a démarré aujourd'hui une activité de 2 semaines de communication sur le phénomène de disparition forcée au Burundi. Le président de cette organisation, Pacifique Ninina Hazwe, indique que cette activité est liée à la journée internationale des victimes de disparition forcée célébrée le 31 août de chaque année. Pacifique Ninina Hazwe révèle quelques cas de disparition forcée dans lesquels il pointe du doigt l'armée burundaise. Le 30 août prochain, le monde entier va célébrer la journée internationale des victimes de disparition forcée et c'est dans son sens que le FOCOD organise dès aujourd'hui 2 semaines de communication sur le phénomène de disparition forcée au Burundi. La première semaine va consister dans la publication de certains cas de disparition forcée que la campagne Ndondeza a documenté. La deuxième semaine va se focaliser sur le rôle des différentes institutions du Burundi dans l'impunité des auteurs des disparitions forcées. La déclaration que nous avons sortie aujourd'hui a rendu publique une enquête que nous avons menée sur 8 cas de disparition forcée. Il s'agit des personnes enlevées par le renseignement militaire en 2021. Ici, il s'agit de Jean-Marie Vianney Vadogomba, enlevé sur l'avenue de l'université en septembre 2021. Amuri Kwizera, alias Babou, enlevé de sa résidence à Nyakabiga en juillet 2021. Christophe Nyonzima, chauffeur burundais qui venait d'être rapatrié du Rwanda, qui a été enlevé à Kumasanganzira entre Muyinga et Ngozi en août 2021. Eddie Irakoze, vigile à l'ambassade de Russie au Burundi, enlevé à Musaga en septembre 2021. Caporal Innocent Gashirahamwe, ancien combattant des FNL, militaire burundais, enlevé à Tcharama en septembre 2021. L'enseignant Rémi Nyonsaba, militant du parti CNL, enlevé au chef-lieu de la commune Mbouye en octobre 2021. Abdoul Ndaïchimiye, responsable de la jeunesse du parti CNL dans la zone Rugombo, enlevé à Marambo, c'est dans la commune Rugombo, en novembre 2021, et du commerçant Désiré Niyuhire, militant du parti CNL, enlevé à Mugitabo, c'est au chef-lieu de la commune Kiganda, en novembre 2021. Pacifique Ninina Hazwe dénonce le comportement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui, selon lui, couvre ces atrocités. Il demande à l'armée burundaise de montrer où elle a mis toutes ces personnes qu'elle a arrêtées. Cette déclaration donne des précisions sur l'organisation des enlèvements et des disparitions forcées par le renseignement militaire en 2021. Il insiste sur l'impunité des auteurs de ces enlèvements. Ici, nous avons par exemple souligné le fait que presque tous les enlèvements ont été opérés dans des lieux publics en présence de plusieurs témoins, ce qui signifie que les agents du renseignement militaire étaient
assurée d'une totale impunité de leurs actes. Nous avons par ailleurs rappelé que la plupart des responsables de ces enlèvements ont été par la suite envoyés dans des missions très lucratives à l'extérieur du pays et que le responsable du renseignement militaire, le colonel Ernest Moussaba, a été promu dans l'armée. Il est devenu aujourd'hui le responsable de la logistique de l'armée, ce qui est le poste le plus convoité après celui du chef de la force de défense nationale du Burundi. C'est donc dans ce sens que nous avons encore une fois demandé au général Prime Niyongabo, chef de la force de défense nationale du Burundi, de sortir de ce silence dans lequel il s'est muré depuis 2 ans pour dire au peuple burundais où est-ce que l'armée a mis toutes ces personnes enlevées en 2021. Nous demandons au président Evariste Ndayishimiye de concrétiser ses promesses formulées en décembre 2021 et en juillet 2022, la promesse, l'engagement de châtier les auteurs de ces atrocités. Encore une fois, nous dénonçons le comportement inadmissible de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui continue à couvrir ces crimes odieux. Et enfin, nous lançons un appel vibrant aux partenaires du Burundi de ne pas ignorer ce phénomène de disparition forcée, d'exiger des autorités burundaises des enquêtes et des sanctions contre les auteurs de ces crimes contre l'humanité. Voilà, c'est Pacifique Ninina Hazwe, le président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Dans un instant, nous parlons gouvernance. La question liée à la consommation de boissons à fort degré d'alcool et qui détériore la vie des consommateurs est déjà connue même au ministère du Commerce. Au cours des questions orales au Sénat, la ministre ayant dans ses attributions le commerce a été interrogée sur ces boissons, malgré qu'elle semble avouer que la consommation de ces boissons a une incidence sur la vie humaine. Le gouvernement ne fait presque rien pour protéger la vie des citoyens. Toutefois, Marie-Chantal Nijimbere indique qu'on essaie d'augmenter les impôts et taxes sur ces boissons pour qu'elles deviennent chères afin de réduire le nombre de consommateurs. Ikibazo kigira kabiri twabajije n'umubahwa nicerekeye abajije ati mbega ibihingurwa ibishorerwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi byose biba biri certifié. La deuxième question qui nous a été posée est de savoir si tous les produits locaux ou importés sont certifiés. Oui, la loi dit que les produits qui sont sur le marché doivent être certifiés par la BBN. Ici, il a parlé de la liqueur Kik et d'autres liqueurs. Je dirais qu'on est en train de faire une action pour accompagner les petites usines qui fabriquent des liqueurs avec un grand pourcentage d'alcool et les contraindre à fabriquer des boissons qui respectent les normes. Mais le constat est que ces liqueurs sont vendues n'importe où sur les marchés et à un prix moins cher, ce qui fait qu'elles soient consommées par n'importe qui. Alors on a déjà fait un pas dans la réglementation de ce commerce. C'est peut-être insignifiant, mais je peux dire ce qui a été déjà fait, notamment la hausse des impôts et des taxes pour ces liqueurs. On a fait cela pour essayer de limiter l'accessibilité de ces liqueurs à la population. Bien entendu, on ne peut pas décider de fermer ces usines qui naissent encore, mais on doit les accompagner dans leur production, sans oublier de prendre des mesures d'accompagnement pour limiter l'accessibilité de ces liqueurs à toute la population. Donc, ce que l'on a fait est un premier pas, mais nous allons tenir compte de vos conseils pour préserver la santé de la population qui consomme ces liqueurs. Marie-Chantal Nijimbere, c'est la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Dans les mêmes activités du Sénat, le ministre des Finances a de son côté répondu à la question relative au manque de billets de banque. Le ministre Audace Nyonzima a avoué qu'il ne savait pas exactement ce qui causait cette carence de billets. Il estime toutefois que cette question trouvera solution quand le Burundi aura développé l'échange électronique de monnaie. Les billets de banque nshasha zidakwiye ibi navyo
Les nouveaux billets de banque qui sont insuffisants, c'est un problème qui a des liens avec notre économie qui n'est pas beaucoup développée. Les gens utilisent beaucoup les billets de banque. Sinon, la Banque centrale a remis dans la circulation un montant égal à celui qui avait été retiré de la circulation. Plus de 500 milliards de billets de 5 000 et de 10 000 francs. Ces billets ont été remis dans la circulation, mais comme l'on n'est pas encore développé en termes de paiement électronique, je me dis que c'est la raison pour laquelle ces billets manquent. Je me dis que c'est la raison parce que il n'y a pas encore d'études faites sur ça. Le même nombre de billets qui avaient été retirés de la circulation a encore une fois été remis dans le circuit. Mais peut-être, comme ce sont de nouveaux billets, les gens auraient l'engouement de les conserver encore une fois chez eux. Alors on est en train d'étudier comment utiliser d'autres moyens pour le paiement à part les billets. Puisque conserver les billets à la maison, c'est une entrave à l'économie nationale. C'est tout simplement de la thésaurisation. Il faut encourager les gens à mettre l'argent dans les banques ou alors procéder par le paiement électronique, puisque c'est visible que ces chèques de banque ne sont pas utilisés. Mais on a un défi. Les infrastructures de paiement électronique ne sont pas encore développées dans notre pays, même si la Banque centrale est à l'aide. Les terminaux de paiement ne sont pas encore interconnectés. Mais ailleurs, moyennant la carte bancaire, on peut acheter tout ce qu'on veut au marché, peu importe la banque où tu as ouvert un compte, car elles se communiquent entre elles. Je vous le disais également en titre, les militaires burundais qui ont été déployés en mission de maintien de la paix dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo dénoncent la façon dont ils sont nourris. Ils font savoir que non seulement la quantité qu'ils reçoivent est insuffisante, mais qu'elle est également mal préparée. Les plus touchés par ce manque de vivres sont ceux qui opèrent loin du quartier général. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces militaires qui souffrent de faim sont du contingent burundais déployés en mission de maintien de la paix dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont été déployés dans ce pays dans le cadre de l'initiative des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, mais ils sont pris en charge par leur pays de provenance selon le compromis des chefs d'État de la dite communauté. Ces militaires burundais font savoir que non seulement la quantité qu'ils reçoivent est insuffisante, mais aussi elle est mal préparée. Un de ces militaires témoigne. Le manque de nourriture nous inquiète beaucoup. On nous donne une très petite quantité de la pâte de maïs avec quelques cuillères de choux mal préparées. Même un nourrisson peut consommer toute cette ration sans être rassasié. C'est vraiment une honte. Les militaires les plus touchés par ce manque de vivres sont ceux situés dans les localités les plus reculées du centre de commandement, communément appelé Hedikota, notamment Kilorigwe, Kichanga et Mushaki. Ils demandent à leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir le commandant contingent Île-de-France Baranikwa et le S4, le capitaine Désiré Maniramba, alias Food, chargé du ravitaillement, de se ressaisir. Nous leur demandons de changer de comportement et de nous traiter comme les autres. Nous avons constaté que ceux qui se trouvent au centre de commandement sont bien nourris, de même que ceux du contingent kenyan. On se demande pourquoi nous qui sommes sur terrain sommes mal nourris alors qu'on a droit à une même quantité de nourriture. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le colonel Floribert Wiyereke, porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, pour de plus amples éclaircissements sur les grognes de ces militaires en mission de maintien de la paix en RDC. Je l'évoquais aussi tantôt. Aujourd'hui, il y a eu démarrage de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage et à l'albendazole. Cette campagne devrait prendre fin mardi de la semaine prochaine. Dans sa déclaration, la ministre de la Santé publique, Sylvie Nzeimana, demande aux parents et aux citoyens de faciliter la tâche aux agents vaccinateurs. Pour faire face à l'épidémie de poliomyélite qui a été déclarée au Burundi le 17 mars 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a planifié, conformément aux procédures standards opérationnelles de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite,
une campagne nationale de riposte vaccinale contre la poliomyélite en 3 passages qui a été lancée officiellement par son Excellence la Première Dame du pays lors du premier passage qui s'est déroulé du 10 au 13 juin 2023. À partir du 17 août jusqu'au 22 août 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida va procéder au 2e passage de la campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite sera couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, sauf dans 3 provinces, à savoir Bujumbura, Mairie, Kirundo et Karusi, où la vitamine A et l'albendazole sont administrés dans la vaccination de routine. Les cibles pour ce 2e passage sont les enfants de 0 à 7 ans pour la vaccination contre la poliomyélite, les enfants de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A, les enfants d'1 année à 7 ans pour le déparasitage à l'albendazole. Les équipes de vaccinateurs passeront dans chaque ménage et les lieux de rassemblement public tels que les églises, les mosquées, les marchés, les gares, etc. pour vacciner tous ces enfants cibles. Chers parents, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour vous inviter à accueillir les agents vaccinateurs dans vos ménages et à répondre massivement à cette campagne pour renforcer le système immunitaire de nos enfants. Ils attendent leur paiement depuis 3 mois. Les caféiculteurs qui ont vendu leur café à l'usine de Murama en commune Butihinda, province Muyinga, sont dans l'angoisse à la veille de la rentrée scolaire. Ils ne savent pas comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école. Les détails avec Dani Claire et la Trompe. Ces caféiculteurs grognent parce qu'ils n'ont pas encore bénéficié de leur argent de la première phase qu'ils ont vendue, parce qu'ils ont vendu leur café à l'usine de Murama en commune Butihinda, province Muyinga, depuis le mois de mai jusqu'au mois de juin. Pour ces caféiculteurs, l'attente a été longue. Ils ne comprennent pas pourquoi l'usine de Murama ne paie toujours pas cet argent, alors que les autres usines ont déjà effectué ces paiements pour leurs clients. Les problèmes que nous avons en commune Butihinda, cette usine n'a pas encore payé les caféiculteurs comme les autres. Nous avons attendu le paiement, mais sans succès. Pourtant, les autres usines ont déjà payé. D'ailleurs, les dernières sont en train de payer la 2e tranche, alors que nous n'avons même pas la première phase. Ce qui angoisse beaucoup plus ces caféiculteurs, c'est le fait qu'ils n'ont même pas de rendez-vous. C'est au moment où la plupart d'entre eux comptent sur cet argent pour pouvoir préparer l'année scolaire qui arrive à grands pas. Le problème est que nous avions espoir qu'avec cet argent, on pourrait acheter du matériel scolaire parce que le début de l'année scolaire est proche. C'est déjà la mi-août et on est en retard avec l'achat de ce matériel scolaire. Il n'y a même pas un communiqué pour nous tranquilliser et nous dire à quand est prévu le paiement. Vraiment, ça nous inquiète. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le département provincial de l'agriculture et de l'élevage, mais il nous a été signifié qu'ils ne sont pas concernés par cette question. Pour clore cette édition, parlons de ces activités de curage qui ont repris dans la rivière Kanyosha en mairie de Bujumbura à peine 2 semaines après leur suspension par le ministre de l'Environnement. Ces activités sont menées par les Imbonerakure au vu et au su de tous. La population dont les infrastructures sont menacées par ces activités déplore l'inertie des administratifs. Eric Nyonzima nous en dit plus. Des activités d'extraction du sable et du moelleux de la rivière de Kanyosha, en commune Moha de la mairie de Bujumbura, n'ont presque pas été interrompues dans cette rivière. Pourtant, le ministre et à l'environnement dans ses attributions avait ordonné la suspension de ces activités, un ordre qui rassemblement ne concernait pas les Imbonerakure qui font le curage dans cette rivière sans aucune inquiétude. L'extraction du sable et de moellons dans la rivière Kanyosha persiste. Nos maisons sont sur le point de s'écouler et vont bientôt partir avec les berges de cette rivière. On ne sait plus quoi dire.
Ceux qui font ces activités sont les membres du parti CNDD-FDD. Celui qui tente de les en empêcher se fait intimider tout simplement. Quelquefois, ils peuvent partir pour quelque temps, mais revenir par à pied ou le lendemain matin. Ils peuvent le faire à 5 heures du matin ou même à 3 heures du matin. Les habitants en bord de cette rivière craignent beaucoup plus d'accidents. Ils n'ont pas encore oublié les accidents de l'année dernière où les familles ont perdu leurs victimes de l'écoulement des maisons. Les maisons qui sont menacées sont très nombreuses. À partir de la 12e avenue de Kinanira, du côté Busolo, mais aussi du côté de Kemissa vers Bujumbura rural. C'est de même pour l'école primaire de Busolo. De part et d'autre de cette rivière, toutes les maisons sont actuellement en danger. L'année dernière, 4 maisons sont tombées dans la rivière, laissant des familles sans abri. Des personnes sont également mortes car les maisons leur sont tombées dessus. À propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Daisenga Devot, administrateur de la commune Moa. Rappelons que le 4 août de cette année, Sanctus Niragira, le ministre de l'Environnement dans ses attributions, avait suspendu provisionnement des activités dans le reculage. Il disait que ces activités menacent l'environnement et les habitations riveraines. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.